voulais vous dire tout le plaisir que j'ai d'accueillir cette délégation kurde qui vient pour inaugurer une exposition qui ne se tient pas chez nous, mais à la maison Saint-Simon, sur une exposition qui fait, si j'ai bien compris, le bilan de déjà 20 ans. 25 ans, bon sang, c'est effrayant, 25 ans qui se sont écoulés depuis l'arrivée de ces populations dans les conditions dramatiques qu'on a connues, dont on se souvient les uns et les autres, en tout cas ceux qui sont venus ici pour se souvenir de cet événement avec nous. 25 ans plus tard, on se rend compte du parcours qui a été accompli par tous ces jeunes qui sont arrivés, ne maîtrisant même pas la langue, ne maîtrisant bien sûr pas notre culture, pour arriver finalement à s'acclimater, à s'implanter. Et évidemment, ces jeunes n'étaient pas adaptés à notre milieu angoumoisin, on va dire, notre culture angoumoisine, à notre langue. Mais nous n'étions pas du tout préparés à accueillir ces jeunes-là. Et donc, chacun a dû faire un pas l'un vers l'autre pour se comprendre et petit à petit se connaître et s'accepter. Et c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, parce que ma visite ratée d'il y a 25 ans, on la rattrape avec, j'espère, une exposition réussie et avec une conférence qui, j'en suis sûre, le sera aussi. Merci. Merci. Merci à tous d'être venus. Donc, comme disait Béatrice Rollin, on est ici en parallèle d'une exposition qui donc, commémore le 25e anniversaire du rapatriement d'un millier de Kurdes suite au bombardement chimique de Saddam Hussein dans cette région. Donc l'exposition est visible rue de la Cloche Verte jusqu'au 5 juillet, donc il ne faut surtout pas hésiter à y aller. Pour cette conférence, je suis entouré de 3 personnes. Tout d'abord, Chirine Mosseni, qui est anthropologue et qui a étudié de près l'intégration de ces Kurdes. Elle a notamment consacré un livre à ce sujet qui s'appelle « Réfugiés kurdes en France, mode de vie et intégration ». Ici, à ma droite, Michel Joly, qui est secrétaire général de la Fondation France Liberté, qui a œuvré il y a 25 ans pour organiser ce rapatriement. Il était avec Danielle Mitterrand, qui à l'époque était première dame du pays. Et enfin, Kurdistan Omar, qui est né au Kurdistan irakien et dont la famille a fui les bombardements et qui est aujourd'hui assistante sociale à Cognac. Alors on va commencer avec vous, Kurdistan. J'aimerais savoir d'abord quel souvenir vous avez de votre jeune vie au Kurdistan irakien. Comment c'était la vie dans votre village? De quoi vous souvenez-vous aujourd'hui de cette enfance-là? Donc voilà, ce dont je me souviens dans mon pays d'origine, en fait, avant mon arrivée en France, donc une enfance très heureuse. Bon, j'étais jeune aussi à l'époque, mais des très bons souvenirs d'enfance. Je jouais comme tous les enfants. C'était un petit village, comment ça s'appelait, le lieu où vous viviez? Alors mon village d'origine s'appelle Ravine, il existe toujours. Les maisons ont été détruites suite à notre départ et avant notre départ, mais le village s'est relevé Le village s'est relevé, il est toujours habité, il y a quelques habitants. Qu'on se figure bien, c'était un village de montagne, c'est la région est montagneuse, hein, si je ne m'abuse. La région est très montagneuse, donc un petit village situé entre les montagnes. À l'époque, dans le village, vos parents, ils exerçaient quel type de métier? C'était un village plutôt agricole Un village agricole, donc la majorité des personnes vivaient de l'agriculture. Donc mon papa, il a toujours travaillé la terre. Et puis les mamans à la maison, gardaient les enfants. Et chez vous, il y avait du travail, votre maman, parce que vous étiez une famille nombreuse. Vous avez combien de frères et sœurs? 8 frères et sœurs. D'accord, donc effectivement c'était un métier à plein temps. Est-ce que vous vous souvenez du moment où il a fallu quitter le village et pourquoi il a fallu quitter le village? Ce dont je me souviens en fait, c'est des personnes avec des gros baluchons, des gens qui partent un petit peu en groupe. Qu'est-ce que votre papa vous a dit, vous, pour vous expliquer pourquoi vous partiez?
c'était la guerre. Il fallait qu'on parte, les avions étaient au-dessus de nous. C'était la guerre en fait. D'accord. Il fallait fuir les avions surtout et les gaz chimiques. D'accord. Vous êtes parti à pied, en voiture, en camion À pied pour la majorité. Les voitures étaient très rares et puis quelques ânes pour les plus chanceux, des ânes, des chevaux. Et vous avez un souvenir de cette longue marche? Oui. Par contre là, oui, des souvenirs un petit peu douloureux quand même. Donc beaucoup de personnes et nous aussi, enfin, nous avons perdu des personnes chères. Donc voilà, un parcours un petit peu difficile. Ouais, d'accord. Je vais me retourner vers merci. Je vais me retourner vers Michel Joly. Comment, à la Fondation France Liberté, on commence à être alerté sur cette situation? Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même vous saluer au nom de France Liberté et évoquer la mémoire de Danielle Mitterrand, puisque nous sommes aujourd'hui dans ses pas, en quelque sorte, et qu'elle aurait certainement beaucoup aimé être à cette réunion. Et aux autres qui vont suivre à travers la France, puisqu'on va suivre les expositions. Alors comment la situation qui vient d'être décrite était perçue en France? Elle n'était pas perçue. Tout simplement, c'était l'ignorance complète des gens ne savaient même pas où se trouvait le Kurdistan. Et il fallait qu'à un moment donné, on puisse appeler l'attention du public et des politiques sur le sort des Kurdes. Et c'est la mission que s'est assignée Danielle Mitterrand et qu'elle a assignée à sa fondation, dans un premier temps, d'éveiller l'intérêt de l'opinion publique pour le sort des Kurdes, qui vient d'être évoqué. Et donc ça, c'était les premiers souvenirs suite à l'offensive de Saddam Hussein. On est en 88, l'Anfal. Et dès 89, Daniel a convoqué une réunion internationale à Paris pour justement mettre l'accent sur la situation des Kurdes et aux grandes dames d'ailleurs de Saddam Hussein qui en avait fait une vraie colère hystérique, interdisant la réunion, comme s'il pouvait interdire une réunion à Paris. Mais c'était quand même essentiel pour éveiller la conscience de l'opinion publique. Et puis, elle s'est rendue, bien sûr, en Turquie, elle a visité les camps, elle a été sensibilisée par la détresse de ces gens, qui étaient évidemment, ce n'étaient pas des camps d'extermination, ils étaient en Turquie, mais c'était des camps dépourvus de tout moyen, où étaient rassemblés des gens qui ne savaient pas du tout quel serait leur avenir, quel serait le lendemain qui leur était réservé. Et puis, Daniel a décidé c'était finalement la première grande opération de la Fondation France Liberté, de mettre en œuvre une Noria, avec l'accord du gouvernement français, avec l'accord de son mari, le président de la République, et le ministre des Affaires étrangères, pour déjà, non pas rapatrier, mais faire venir en France 330 Kurdes, je crois, qui sont d'abord venus à Clermont-Ferrand, avec une noria d'avion, 50 places, enfin des choses logistiques assez complexes. Justement, c'est une opération très complexe. Comment on arrive à mettre en œuvre ça? On prend des avions et puis on on charge. Et puis on n'était pas encombrés par les bagages, ils avaient tous un petit baluchon. J'entends bien, mais il se pose aussi quand même la question de sur place, qui on embarque, pourquoi eux, pourquoi pas les autres? C'est eux qui ont déterminé. D'accord. On n'a pas choisi à leur place. Ça, c'était une affaire entre Kurdes. C'était d'ailleurs tout à fait normal. Donc, on a donné la priorité aux familles qui avaient des enfants, des petits-enfants, bien sûr. Et puis, il y a eu une deuxième vague ultérieurement qui a été organisée beaucoup plus par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Coopération et les pouvoirs publics dans la même année, avec un transfert de 500 Kurdes toujours en France, on en reparlera tout à l'heure. Ouais. La force de l'opération, c'est quand même d'avoir réussi à faire un peu un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'au départ, elle était partie que pour une vague de rapatriement, mais finalement, elle a réussi à mobiliser plus. Il fallait, effectivement, on ne pouvait pas faire venir comme ça 1000 personnes d'un seul coup, c'était difficile parce que le but de l'opération, c'était quand même de les disperser au maximum dans des communautés d'accueil qui étaient prêtes à vraiment jouer le jeu d'accueillir des gens en totale détresse.
Le vrai problème, il était là, c'était pas tellement le problème du pont aérien, c'était pas Berlin, hein, c'était relativement facile. Ce qui était compliqué, c'était ensuite de ne pas les maintenir dans un autre camp, hein, à Bourg-Lastic, pas quand même, c'est pas Saint-Tropez, hein, Bourg-Lastic. C'est pas spécialement agréable, c'est des forêts de sapins, c'est noir, c'est triste, c'est un ancien camp militaire. Donc il fallait surtout pas qu'il reste trop longtemps, même si c'était au mois d'août, à Bourg-Lastic. Donc le problème, ça a été de trouver des communes d'accueil et de les transférer dans ces communes avec des gens qui soient vraiment des répondants, qui leur facilitent les choses, leur installation. Comment on convainc un maire de commune de dire voilà, on va implanter chez vous une famille avec 8 enfants, 10 enfants? D'abord, il fallait surfer sur le fait que Daniel Mitterrand avait éveillé l'intérêt et la curiosité et évidemment la compassion des Français pour les Kurdes. Ça a bien servi quand même d'argumentaire initial. Et puis ensuite, les communes se sont dit, au fond, c'est des gens... On est en 89, là, hein, 90. C'est pas la situation d'aujourd'hui par rapport aux immigrants. Il faut bien faire la différence. À cette époque-là, beaucoup de petits villages, de petites communautés se disaient ça va nous faire des enfants en plus, on va maintenir l'école, tout ça c'était plutôt... Il y avait un intérêt politique. On y voyait un certain bénéfice et puis on le mettait en avant, ça. Moi j'ai installé les familles qui étaient à Castillon, en Ariège. Je suis allé avec le sous-préfet de Saint-Giron pour voir le maire, voir les autorités locales. On leur a bien expliqué. On savait qu'il y avait un bâtiment libre, puisque c'était la gendarmerie de Castillon qui venait d'être construite. Donc l'ancienne gendarmerie qui appartenait à l'État était disponible. On a mis en œuvre les moyens nécessaires pour la réhabiliter. Et on a installé là deux ou trois familles dans la gendarmerie de Castillon, avec la bénédiction, si j'ose dire, du maire et des autorités locales. Et finalement, on en reparlera tout à l'heure, les choses se sont très bien déroulées par la suite. Est-ce que dans le montage de cette opération, vous aviez aussi anticipé le fait que cette population-là allait devoir apprendre à parler français, pour ceux qui ne parlaient pas, pour qu'ils vivent en France, il allait falloir aussi trouver des métiers, des professions. Est-ce que aux parents, enfin aux gens en âge de travailler, est-ce que vous aviez déjà réfléchi à tout ça? Non. Avant d'aller les chercher? Non. Clairement non. Non, je pense que c'est les Kurdes qui y réfléchissaient le mieux, parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient capables de faire, ils savaient dans quelle situation ils se trouveraient. Vous savez, ce transfert, ça a été surtout une opération courageuse de la part des Kurdes, parce qu'il fallait quand même abandonner leur pays, aller dans un pays qui est à des milliers de kilomètres, sachant très bien que c'était une culture différente, c'était l'Occident, qu'ils viendraient avec leurs enfants, avec leurs femmes, qu'ils ne seraient pas forcément regroupés, et heureusement, en communauté implantée comme ça, 500, 1000 sur un même territoire. Et donc, il leur a fallu surmonter toute cette angoisse du dépaysement au sens vraiment fort du terme et du déracinement pour s'implanter. Or, il se trouve qu'ils étaient, comme on l'a dit, qu'ils étaient d'origine rurale pour la plupart, et donc ils savaient quand même les rassurer en eux-mêmes qu'on trouve toujours du travail lorsqu'on est un agriculteur, lorsqu'on a travaillé la terre. Il y a de la terre partout, donc je pense qu'ils s'étaient un peu rassurés comme ça. Alors, c'est effectivement ce qui s'est produit pour la plupart d'entre eux, mais ils ne sont pas restés très longtemps agriculteurs. Peu à peu, ils ont acquis d'autres compétences, et leurs enfants se sont aussi éloignés de la terre. Enfin, c'était un point de départ, et je pense que finalement, ils ont eu ce courage d'assumer cette transition à la fois sociale, économique, d'environnement, enfin on verra ça plus tard. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment souligner, il y a deux mots qu'il faut mettre en avant sur cette opération, c'est le courage, d'une part, et la confiance d'autre part. Juste une petite question, pourquoi l'Auvergne? Parce qu'effectivement, c'est pas une destination qui fait rêver. Pourquoi l'Auvergne en premier lieu? Pourquoi avoir choisi cet endroit? Et après Piriac? Alors, il se trouve qu'en Auvergne, il y avait des possibilités d'accueil lorsqu'on a cherché. Il fallait qu'on trouve un camp. Il fallait qu'on trouve un camp désaffecté et encore en ordre de marche. Alors souvent, les camps militaires, lorsqu'ils sont désaffectés, au bout de 2 ou 3 ans, ils ont été pillés, ils ont été démolis. Donc il fallait qu'ils soient quand même
à peu près correcte pour accueillir des réfugiés. Donc déjà, ça a permis de dresser une liste, je ne sais pas, d'une cinquantaine de lieux ou d'une vingtaine. Et puis, il fallait aussi qu'il y ait un environnement accueillant. Et il se trouve que l'Auvergne, qui est plutôt une terre d'accueil, a aussi comme caractéristique de ressembler beaucoup au Kurdistan. Alors, on aurait pu le faire dans les Pyrénées aussi, ben, ça ne s'est pas fait dans les Pyrénées, ça s'est fait... Et puis il fallait qu'il y ait un aéroport tout près, il fallait que Olna se prêtait bien, il ne fallait pas que ça se fasse à Orly ou à Roissy, avec le pavillon d'honneur, que sais-je, il fallait que ça se fasse tranquillement et qu'on n'essaie pas d'en mettre plein la vue à des gens qui déjà étaient éblouis. Donc on les a accueillis pacifiquement et tranquillement à Olna, puis ensuite à Bourg-Lastic. Et puis les élus locaux, dont Michel André, qui a été longtemps la vice-présidente du Sénat et qui est sénatrice d'Auvergne, était déjà aux manettes à cette époque, et on la retrouve sur les photos, elle est même sur une photo du catalogue, qui a été à ce moment-là quand même très active dans cette opération, ainsi que le maire de Clermont-Ferrand de l'époque. Voilà, ça s'est déterminé sur des critères assez variés qui n'avaient pas... il n'y avait pas une très grande préméditation, il y avait une recherche simplement de faire des choses correctement, rapidement et simplement. On va revenir sur le... Pardon, je vais vous prendre le micro. On va revenir sur le parcours de Kurdistan. Donc, vous êtes en Turquie, dans un camp. D'abord, comment il est le camp en Turquie? Est-ce que vous avez des souvenirs de ça? Le souvenir que j'ai, le premier souvenir, c'est un grand camp avec beaucoup de tentes. D'accord. Et une tente par famille ou plusieurs familles sous une même tente, comment ça se passe? En général, c'est une tente par famille. Ouais. D'accord. Comment vous apprenez que vous partez en France? Et qu'est-ce qu'à l'époque, France, ça voulait dire pour vous? Et pour vos parents? Parce qu'il y a deux visions, j'imagine, assez différentes. On va commencer par mes parents. Donc, la France, finalement, ils ne savaient pas du tout ce que ça voulait dire la France. Ils savaient juste que c'était un pays, un autre pays. Donc, concrètement, voilà, qu'est-ce que ça représente? C'était abstrait, quoi. C'était très abstrait. Donc, on a appris qu'on allait partir, on nous a appelés. Il y avait une liste de familles. On a appelé les familles une par une et puis on leur a demandé est-ce que vous voulez partir. Donc là, il fallait répondre oui ou non. Et votre père a dit oui. Voilà, mon père il a dit oui, même si ça a été un choix très très difficile à faire. Alors pourquoi ça a été un choix difficile? On comprend que c'est difficile de quitter son pays, mais je crois qu'il y avait un autre choix qui était encore plus difficile. Expliquez-nous la difficulté du choix pour votre père. Alors, la première difficulté, déjà, c'était le racinement de quitter son pays et puis de ne pas savoir où on va. Donc, déjà, une très très grande difficulté. Et le deuxième, on dirait, le drame un petit peu qui s'est joué, c'est que mes parents, ils ont aussi dû laisser deux jeunes sœurs à moi. Qui étaient plus âgées que vous, hein? Qui étaient plus âgées. Et ça a été très très difficile, en fait. Pourquoi il a fallu que deux de vos sœurs restent? Parce qu'il y avait de la place dans l'avion pour la famille. Il y avait de la place, mais il a fallu faire des choix. Et pour la grande sœur, la première grande sœur, elle était déjà mariée. Donc quand on est marié, ça veut dire qu'on ne fait plus partie de la famille. On fait partie de la famille du marié. Du mari. Et la deuxième grande sœur, elle était déjà âgée, donc en âge de se marier. Et du coup, comme on ne connaissait pas la France, comme on avait peur un petit peu de ce qui allait advenir un petit peu de cette sœur, on a préféré la marier là-bas. Peur de quoi? Parce qu'on ne comprend pas bien. Ce qui est un petit peu compliqué chez nous, c'est un petit peu pour la réputation des filles, on a une certaine réputation à préserver. C'est une réputation qui touche à toute la famille, aux parents, aux frères et sœurs, aux oncles, à la famille au sens plus large et même, pour aller au sens encore plus large, carrément à tout le village. Donc voilà, une très très grande réputation à préserver. Et vos parents avaient peur que cette grande sœur, ils ne puissent pas préserver la réputation de cette grande sœur en France? Voilà. D'accord. Malgré tout, vos parents décident de partir. Donc vous embarquez. Alors vous ne faites pas partie de la première vague
qui ont atterri en Auvergne. Vous avez atterri donc à Piriac, c'est ça? Oui, Enfin, à Piriac-sur-Mer, c'est là où le camp où vous avez été accueilli. Voilà. Je vais vous poser la même question. À quoi ça ressemble? Quel souvenir vous avez de ce camp-là, qui je crois était un camp de vacances à la base, non? Oui. Ouais, c'est ça. C'était plus agréable que pour la Ouais. Pour moi, personnellement, un très bon souvenir. Je garde un très bon souvenir de Piriac-sur-Mer. J'étais jeune à l'époque, donc toujours en train de m'amuser avec les copines. Enfin voilà, une enfance heureuse malgré tout cela. C'était les conditions évidemment ne ressemblaient pas du tout à celles de la Turquie. Vous étiez dans des bâtiments en dur. Dans des petits gîtes, enfin, pour nous c'était des petites maisons, donc non, rien à voir avec les camps de Turquie, bien sûr. J'imagine quand même que malgré cet environnement rassurant et agréable, pour vos parents, c'est un déchirement toujours. Enfin, cette période dans le camp, ils la vivent comment, eux, vous vous souvenez? Au début, très difficile, donc petit à petit, un petit peu meilleur avec le temps. Ils ont appris à s'adapter un petit peu plus, mais au début, ça a été très difficile. Malgré quand même beaucoup d'espoir, parce que voilà, les conditions étaient quand même meilleures qu'en Turquie ou en Irak, enfin, tout ce qu'on avait pu vivre jusque-là. Dans le camp, j'imagine qu'ils avaient envie d'avoir des nouvelles de vos deux sœurs. Ils ont pu en avoir. Est-ce qu'il y avait un lien quand même avec le Kurdistan irakien, enfin avec le camp en Turquie ou pas du tout? Alors, les conditions de communication étaient quand même très difficiles à l'époque. Quand on avait la chance de joindre la famille, enfin rester dans des camps de Turquie par téléphone, c'était très bien. On était très contents, donc on avait quelques nouvelles, même si elles étaient rares, c'était quand même très rassurant. On savait qu'elles étaient encore en vie, ce qu'elles étaient devenues. Enfin, on savait l'essentiel en fait. Et du coup, elles sont restées là-bas? Elles sont jamais venues? Elles sont en France? Non. Leurs familles sont restées? Elles sont restées en Turquie jusqu'à ce qu'elles puissent repartir en Irak, jusqu'à ce que la situation se stabilise un petit peu en Irak en fait. D'accord. Vous passez combien de temps dans le camp de Piriac avant de partir? Alors même si à quelques mois près, j'imagine qu'effectivement à l'époque vous deviez avoir 7 ans, donc les souvenirs de date ne sont pas très précis. Ouais. Vous êtes resté quoi, 6 mois? À peu près 6 mois, 3 mois. 3 mois? Non, 3 mois. 3 mois, d'accord. Et au bout de 3 mois, vous partez pour Angoulême, c'est ça? Au bout de 3 mois, on part pour Angoulême, oui. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi ce choix d'Angoulême? Enfin, c'était peut-être pas un choix pour vous d'ailleurs, c'était peut-être imposé? Non, ça n'a pas vraiment été un choix. Je pense que c'était plus au niveau de la direction et de l'équipe sociale de Piriac. Et en Angoulême, donc vous arrivez dans quoi? Dans un HLM, dans une maison, Dans une maison, dans une première maison, une grande maison. Voilà. Où ça? Dans quel quartier? Donc dans le quartier de Saint-Cybar. D'accord. Un quartier très calme. Oui, qui était assez paisible et la maison était confortable. Très confortable. Et vous étiez la seule famille à venir jusqu'à Angoulême ou il y avait d'autres familles qui vous ont accompagnés? Nous étions 3 grandes familles à venir sur Angoulême, donc la mienne, celle de Amir, ici présent, et une autre famille qui depuis a quitté Angoulême. Voilà. D'accord. Et vous avez gardé des liens avec ces deux autres familles régulièrement parce que vous vous voyez souvent On se voyait lors des fêtes kurdes. On a gardé un lien depuis avec toutes les familles, avec les familles aussi qu'on avait vues dans le camp de Piriac, puis avec les Kurdes un petit peu, les Kurdes de France en général. D'accord. Ouais, les Kurdes entre eux se retrouvent facilement. Oui. D'accord. Donc vous êtes une petite fille, et comme toutes les petites filles de 7-8 ans, vous allez à l'école. Oui. Donc vous arrivez, vous ne parlez pas français, j'imagine, vous parlez que kurde. Comment se passe votre intégration à l'école? On sait que les enfants sont parfois très cruels avec la différence. Comment vous arrivez dans cette école? Comment ça se passe? Pour moi, j'ai que des bons souvenirs.
Ça s'est très bien passé. J'ai fait 2 années de CP, donc à l'école primaire. J'avais une maîtresse qui était très très gentille. Et puis avec mes camarades de classe aussi, ça s'est très bien passé dans l'ensemble pendant toute ma scolarité en fait. D'accord. Voilà. Et vos frères et vos sœurs ont vécu la même chose Oui, en général, oui, dans la majorité des frères et sœurs, c'est le même ressenti en fait. Ça s'est très bien passé pour nous tous. D'accord. Et la famille, elle dit quoi? Votre père trouve quoi comme métier Alors au départ, mes parents, les deux, ils ont pris des cours de français, ils suivaient des cours de langue française. Ensuite... Qui était donné par qui, vous vous souvenez? C'est une association? Oui, c'était des associations. D'accord, qui avait organisé ça? Oui. D'accord. Et donc mon papa a fait des petits boulots, des stages, un petit peu ce qu'il arrivait à trouver, parce qu'il y avait quand même le barrage de la langue française, donc c'était pas évident. Et puis maman, elle n'a pas vraiment travaillé. Elle a continué de s'occuper de ses enfants. Toujours la famille nombreuse, donc il faut s'en occuper. Est-ce que, une fois arrivé à Angoulême, leur ressenti s'est amélioré? Comment ils ont vécu après, on va dire, vos parents? On va dire de mieux en mieux. On a vécu de mieux en mieux, mes parents ont vécu de mieux en mieux. Le déracinement se faisait moins sentir ou était vécu de façon moins douloureuse. Parce que finalement, on avait notre quotidien, on avait l'école, on avait le travail. Voilà, donc petit à petit, on s'est adapté. Et petit à petit aussi, la communication avec les deux sœurs s'est améliorée. Vous avez pu avoir plus de nouvelles? Oui, les communications sont devenues plus faciles. Ouais. D'accord. Vous avez choisi une voie assez particulière, puisque vous êtes devenue assistante sociale. J'ai pu comprendre que ce n'était pas un hasard. Non, je crois qu'on ne fait pas ce métier par hasard. Moi, c'est lié à mon parcours de vie. Donc j'ai eu cette vocation très jeune. Voilà, je savais tout de suite que je voulais être assistante sociale. Je vais poser une question, mais c'est pas le sentiment de devoir rendre ce qu'on vous a donné, ou c'est autre chose, c'est plus profond Je pense que ça joue beaucoup. On nous a beaucoup donné quand on est arrivé, et d'ailleurs je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé à cela. On nous a beaucoup donné, donc moi aujourd'hui j'ai envie de donner aussi en retour en fait, à mon tour. Mais alors, vous avez eu cette envie, c'est pas forcément le choix qu'ont fait vos frères et vos sœurs qui ont choisi d'autres vocations, d'autres carrières? Oui, alors les frères et sœurs, donc pour les frères c'est surtout des voies professionnelles, donc mécanique, électricien, menuiserie. Et les sœurs, elles sont quand même un petit peu plus dans les études, elles aiment beaucoup la lecture, sauf pour la petite dernière, donc elle sait plus les chiffres, la comptabilité. Mais donc elles sont parfaitement, elles ont trouvé leur voie aussi. Oui, chacun et chacune a trouvé sa voie en fait. Et s'épanouissent. La situation dans le Kurdistan irakien s'est apaisée depuis. Même si aujourd'hui on commence à parler de l'Irak, mais a priori ça ne touche pas du tout votre région actuellement. Pourquoi n'avoir jamais fait le voyage de retour? Parce que ça pourrait être tentant effectivement de retrouver ses racines. On y a pensé pendant un moment, mes parents y ont pensé aussi, mais en fait finalement avec le temps on n'a plus envie de repartir en fait. De jour en jour on se dit qu'on est bien ici, on s'est intégré, on a notre vie ici, surtout pour les plus jeunes, donc on n'a plus envie de repartir. Enfin, moi personnellement c'est le cas. D'accord. Malgré tout, on sent que vous restez attaché à vos racines et à votre origine kurde. On sait que ça peut être assez difficile de maintenir le lien avec ses racines quand on est dans un pays étranger. Comment, dans votre famille, en fait, ont été entretenues les valeurs et les traditions de votre pays d'origine? Alors, donc, tout d'abord, mes parents, ils ont parlé la langue
maternelle, enfin leur langue maternelle et notre langue maternelle, donc jusqu'à aujourd'hui ils la parlent encore. Nous aussi, mais un petit peu moins. D'année en année, on la parle beaucoup moins. Donc déjà avec la langue, et puis ensuite on a toujours participé à des mariages, des fêtes avec les autres Kurdes. On est resté en communication avec la famille en Irak. Enfin, voilà, la communication téléphonique, les voyages, tout ça fait qu'on a des liens encore avec. Parce que vous y êtes allé quand même depuis en voyage, et je crois que vous avez fait un voyage en famille. Vous avez pu retrouver vos deux sœurs. Alors, nous avons obtenu la nationalité française en 2001, et en 2001, nous sommes aussi partis en Irak pour la première fois, donc tous en famille. C'était vraiment un retour aux sources, donc un voyage très important, le premier pour nous en Irak. Et voilà, après, d'autres voyages ont suivi, mais avec le temps, ce n'est pas pareil en fait. D'accord. D'accord. Merci. Je vais me retourner de nouveau vers Michel Joly. Quand vous entendez ce témoignage, j'imagine que vous êtes assez fier de ce que vous avez réussi à faire avec Danielle Mitterrand. Non, c'est pas du tout un problème de fierté. C'est eux qui sont fiers, je crois, d'avoir réussi ce transfert. Je pense que le terme de déracinement est un petit peu complexe. On a toujours tendance à penser que c'est les racines qui font l'arbre. Jusqu'à preuve du contraire, c'est exactement le contraire, justement. C'est l'arbre qui pousse des racines. Et lorsqu'on est déraciné, le problème, c'est de trouver un terreau d'accueil pour ces racines, pour qu'elles puissent continuer à pousser. C'est-à-dire qu'on passe de quelque chose qui est de l'ordre de la famille et de la communauté en Irak. On part avec ses racines sous le bras, et il faut les implanter dans le sol. C'est-à-dire on passe de la communauté au sol. Et c'est important parce que le droit du sol, c'est quelque chose de sacré en France. Et donc le problème, c'était d'arriver effectivement avec ces racines, non pas les couper, mais ces racines propres, arriver à les faire prendre dans le terreau français. Ça, c'est très important parce que s'ils ont à être fiers de quelque chose, c'est d'avoir réussi à avoir une double culture. Et le fait d'avoir une double culture, c'est extrêmement important. On le voit avec tous les migrants qui viennent aujourd'hui en France et qui ne peuvent pas, pour tout un tas de raisons, conserver leur culture d'origine. Alors les raisons, elles sont assez simples. On a d'abord fait en sorte de garder les familles réunies. Or, quand on a les deux cultures et qu'on les conserve, ça règle les problèmes intergénérationnels. C'est-à-dire que les anciens, comme vous l'avez très bien expliqué, les anciens gardent évidemment une fidélité à leur culture d'origine, et les jeunes sont évidemment plus tournés vers leur culture d'accueil. Mais en même temps, comme ils vivent ensemble, ils échangent. Ils échangent entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rejet de l'un par l'autre de la culture de l'autre. Et ça, c'est très important parce que ça permet de rester ensemble. Et puis, le fait d'avoir deux cultures, ça ouvre aussi la possibilité d'avoir une sorte de dialogue intérieur entre les deux représentations qu'on a du monde, celle de la culture kurde et puis celle de la culture française. Finalement, on a plus de richesse parce qu'on a plus de représentation du monde extérieur que ceux qui n'ont qu'une culture. Et puis, ça apprend une culture à interroger l'autre. C'est-à-dire, ça donne plus de capacité d'interrogation, de critique, de réflexion sur le monde. Et tout ça, finalement, c'est un des facteurs essentiels de l'intelligence. Et moi, je crois que si les Kurdes se sont aussi bien intégrés dans notre société, c'est parce que leur situation biculturelle les a rendus beaucoup plus intelligents que ceux qui n'ont qu'une culture et qui sont enfermés, en quelque sorte, dans cette culture et qui peuvent n'en interroger aucune en eux-mêmes. C'est un facteur de développement personnel. Mais s'ils ont pu conserver, adopter ces deux cultures, c'est pas non plus totalement un hasard, c'est-à-dire qu'on voit certaines communautés qui ont du mal à s'ouvrir vers la culture française alors qu'ils vivent sur le territoire français. Pourquoi, avec ces Kurdes-là, ça a marché?
C'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que non seulement en famille, ils ont réussi à conserver et à cultiver leur culture kurde sans tomber dans un communautarisme fermé, et ont réussi en même temps à s'ouvrir à la culture française et à l'adopter. C'est ça qui est intéressant de... Alors là, je parle sous le contrôle de l'anthropologue. Mais elle nous en dira plus tout à l'heure, mais d'abord, je veux votre point de vue. Je pense que d'abord, le fait qu'ils soient venus en famille était essentiel. Ensuite, le fait qu'ils n'aient pas été regroupés longtemps au même endroit, dans une cité, en banlieue d'une grande ville, ça a quand même été essentiel. Parce qu'ils sont tombés dans des terreaux, comme je disais tout à l'heure, où les populations d'accueil ont pu manifester leur sens de la tolérance. Et je crois qu'on est naturellement tolérant, il ne faut pas partir sur des délires comme ça de xénophobie, que sais-je. On est naturellement... Mais encore faut-il qu'on soit mis dans les conditions où cette tolérance, on peut la manifester. Et c'est ça peut-être... Et c'est plus simple dans un village. Comme je vous l'ai dit au téléphone, ça on l'a fait par hasard. C'est un heureux hasard. On ne s'est pas dit au début, ah ben attendez, il va falloir faire en sorte qu'ils soient mieux accueillis, et donc, etc. Bon, tout ça, on n'a pas vraiment réfléchi à ça. On a sans doute pensé que ce serait une mauvaise chose de les garder en communauté de 1000 personnes qui sont devenues 2000, 3000 avec tous ceux qui sont nés depuis, et que c'était mieux de les répartir avec des populations d'accueil favorables. Et ça a bien fonctionné. Et puis, il y a une chose qu'il faut quand même souligner, que vous n'avez pas dite, c'est quand même les associations. On en a un petit peu parlé. Les associations kurdes, et qui sont devenues des associations binationales maintenant, ont joué un très grand rôle dans la facilitation de l'implantation des Kurdes. Je parle d'associations kurdes. Alors évidemment, il y a quelques Français qui ont participé. C'est ce que vous dites. En fait, ils se sont pris en main sur le territoire, ils se sont organisés sur le territoire pour réussir. C'est la raison pour laquelle je ne tiens pas beaucoup à ce qu'on puisse dire que tout ça, ça a été organisé, ça a été prémédité, ça a été presque expérimental, que sais-je. Non, c'est pas du tout ça. On a mis en place des conditions et les Kurdes se sont emparés de ce dispositif et en ont fait ce qu'il fallait. Et ils ont réussi. Et vous avez réussi ce que vous avez mis en place en 89, puisque le but c'était de leur offrir un avenir. Oui, mais là encore, il faut bien se dire qu'en 89, on ne savait pas quel serait l'avenir, s'ils allaient rester longtemps, s'ils pourraient revenir, quid de l'avenir de l'Irak à cette époque-là. Donc, vous avez gardé le contact un peu avec les familles, j'imagine. Aujourd'hui, ces familles que vous avez implantées sur le territoire, dont vous avez facilité l'implantation sur le territoire, sont-elles restées à l'endroit où vous leur aviez trouvé un logement et une terre d'accueil, ou ont-elles évolué, ont-elles bougé Je crois qu'elles ont beaucoup évolué. Enfin, pour l'expérience que j'en ai personnellement avec l'Ariège, on les a vus descendre de la montagne à un moment donné. D'accord. On les avait mis à la montagne justement parce que ça ressemblait beaucoup au Kurdistan. Enfin, ça pourrait être une des raisons, encore que ce n'était pas vraiment prémédité. Ils se sont implantés, ils ont fait exactement le même parcours, les enfants ont été très bien à l'école, il n'y a jamais eu vraiment de problème. Et puis un jour, avec une certaine aisance matérielle qui venait, le désir de faire des études plus longues aux enfants, de les mettre au collège, puis au lycée, puis ensuite éventuellement à l'université ou à faire un apprentissage, etc. Eh bien, ils sont allés dans des villes plus importantes, donc de petits bleds de Castillon dans la montagne. Ils sont allés à Saint-Giron, puis de Saint-Giron, ils sont allés dans la plaine. Parfois, ils sont allés à Toulouse, d'autres sont allés à Albi. Et puis, ils sont descendus de la montagne, comme ils seraient peut-être descendus de la montagne chez eux aussi, hein, si le Kurdistan avait connu une autre histoire. Alors, je vais donner la parole maintenant à Chirine Mohseni. Donc vous, ça fait très longtemps que vous étudiez cette histoire-là et cette migration particulière. Quel est votre regard d'anthropologue, puisque c'est votre profession, sur ces 1000 réfugiés kurdes qui sont arrivés en France? La première rencontre que j'ai eue avec les familles, c'était en décembre 90, où j'étais allée comme interprète à Piri-Artuel, sur mer. Et
Et depuis, j'ai travaillé sur ce qui m'a intéressé, c'était l'intégration, comment ces familles s'adaptent au milieu français. Et là, j'ai fait des études durant 92 au 98. J'ai suivi 17 familles que j'ai suivies après leur installation dans des villes, à travers leur mode de vie quotidien, l'habillement, l'alimentation, l'espace, l'aménagement de leur espace. Dont la famille de Kurdistan? Dans la famille de Kurdistan. Au début, vous avez posé la question de pourquoi les familles, quand ils ont fui. Ouais. En 1988, il y a eu le bombardement chimique. Et toujours cette parole d'une réfugiée kurde qui m'a resté encore, qui disait que c'est le bombardement chimique qui nous a cassé le dos. Parce qu'avant, il y avait toujours la guerre des Kurdes avec le gouvernement irakien, mais les Kurdes pouvaient s'enfuir et après revenir sur leur terre. Et là, cette fois-ci, c'était le bombardement chimique, il n'y avait pas d'autre issue. Il fallait mourir ou partir. Donc les familles étaient obligées, des dizaines de milliers de familles ont quitté leur vie. Au début, le premier bombardement chimique, enfin, il y avait 88 à Halabja, où il a fait 5000 morts, où on a entendu. Mais après, il y a eu une indifférence totale des gouvernements internationaux, personne n'a parlé. Après cela, il y a eu à nouveau des bombardements chimiques dans Badina, la région où ils sont issus les familles kurdes irakiennes. Et là, ils se sont fuis vers la Turquie, et une partie en Iran. En Turquie, ils se sont rassemblés dans des camps, dans des situations très défavorables. Il y avait des familles qui mouraient, surtout des enfants. Et à la suite de visite de Mme Mitterrand, des camps de Mardi, surtout que la situation des familles était très mauvaise, la France a décidé de ramener quelques familles, environ 500 et quelques personnes, 76 familles en fait en France. D'accord. Et bon, après là, c'était à Bourg-Lastic. Là, c'était les statistiques 330, c'est-à-dire 49 familles et 34 célibataires. Et tout à l'heure, vous avez posé la question quel était le choix, comment on choisissait. Justement, c'était le problème très délicat, parce que parmi des milliers de personnes, comment on peut choisir, certains devraient partir. Donc le critère, d'après ce que j'ai fait, si je ne me trompe pas, c'est que la vie des gens qui étaient plus en danger. On tenait compte de ça, c'est-à-dire c'est pour ça les familles nombreuses, amener des familles nombreuses, parce qu'il y avait des enfants, des centaines d'enfants qui mouraient dans des camps. Donc on a décidé d'abord d'amener des familles nombreuses pour sauver les enfants. Et aussi on a pensé aussi à leur intégration. On pensait que plus des enfants arrivent au bas âge, et donc ils ont capacité d'intégrer. Et puis après au niveau politique aussi, des personnes qui étaient au niveau politique en danger, on a amené aussi des personnes qui étaient en danger parmi ces gens-là. Puis quelques années après, la France avait décidé de faire un contrat avec la Turquie. Ils ont fait que c'était au départ 2 ans, tous les 2 mois amener 50 personnes. 50 personnes, ça peut être 7 familles, 5 familles, jusqu'à 91, où il y a une région autonome, enfin sous contrôle, protection, qui a été créée en avril 91. Et là, on a arrêté l'arrivée des familles. Puisque les familles qui restaient en Turquie pouvaient retourner dans leur région. Parce qu'on a pensé que leur vie n'est plus en danger. Et comme ça, et puis ça peut aussi compliquer. On ne peut pas amener toutes les Kurdistan aussi à l'étranger. Bon. Puis il y avait d'autres pays comme les États-Unis, Canada aussi, qui ont amené. Les États-Unis, c'était 1000 personnes, je ne me trompe pas, qu'on a amené les familles. Pour le camp, après, au départ, une des raisons qu'on a dit pourquoi les familles ont été intégrées, pour moi, il y a eu il y a plusieurs facteurs. C'est l'âge, c'est ce que chaque personne a, son savoir, c'est-à-dire l'étude qu'il a fait avant, le parcours qu'il a fait. Et pour moi, il y a 3 facteurs qui ont beaucoup aidé. Premièrement, c'était les enfants. Les enfants ont joué beaucoup dans l'intégration des familles à la société française, parce qu'ils s'intégraient mieux, ils s'adaptaient mieux, et comme ça, il a amené, bien sûr, ça posait des conflits dans la famille aussi. Oui, parce que du coup, ils amenaient une vision de la vie différente. Parfois, on n'avait pas les mêmes avis avec les parents.
surtout sur les mariages, il y a des différences. Et c'est les enfants qui amènent à la maison, dans le mode de vie des familles des changements. Deuxième facteur qui aurait pu jouer, c'est aussi la communauté. Contrairement à ce qu'on pense toujours que la communauté peut empêcher l'intégration, il joue un rôle très ambivalent. D'un côté, il y a beaucoup de contraintes sur les familles, mais de l'autre côté, par la communauté, on aide aussi les familles. Il y a eu une solidarité entre les familles qui aidaient entre eux pour pouvoir s'en sortir. Donc, il y a eu une rivalité dans la communauté aussi, ce qui fait que les familles ils veulent apprendre plus le français, acheter une voiture, travailler, apprendre à conduire. Ce qui fait la rivalité, ils le faisaient malgré eux pour faire intégrer à la société française. Et troisièmement, c'était aussi leur accueil. Pour moi, leur accueil, c'était un des points déterminants dans leur intégration. Parce que leur accueil qu'ils ont eu au début en France, c'est-à-dire c'était un accueil organisé. Ils étaient venus, il y a eu des cours de français, organisation. 3 mois quand ils étaient dans les centres, il y a eu des cours de français, on réglait leurs papiers. Il y a eu les associations kurdes et françaises qui aidaient aussi, qui se sont été mobilisées. Ministère des Affaires étrangères, des directions de population, migration, ministère des Affaires sociales. Tous, ils se sont mobilisés pour avoir que les familles, au bout d'1 mois, ils ont eu leurs papiers, c'est-à-dire ils avaient leur carte. Et il y a eu des cours français organisés pour les enfants et pour les adultes. Et après, on parlait de la société française. Il y a eu des cours à Piriac, à CAF organisait des cours pour dire comment les Français vivent. On organisait des balades pour qu'ils connaissent la société française. Et les associations kurdes, ils organisaient des conférences là où ils voulaient faire accueillir les familles pour parler des Kurdes, qui sont les Kurdes, comme ça pour qu'il y ait une reconnaissance mutuelle. Et comme ça, dès le début, c'est-à-dire les premières rencontres qu'ils ont eues, ça aidait beaucoup pour après, pour faire le pas pour après. Pour moi, c'était assez déterminant. D'accord. Et là, je vais vous montrer. Et dans chaque famille, on a choisi c'est la direction qui choisissait là où il fallait amener les familles. On faisait des interviews avec les familles pour savoir quel travail ils faisaient faire. Et puis après, il fallait chercher. Le plus difficile, c'était de trouver des centres d'accueil, des villages, des communes qui les acceptent. Et comme les familles étaient nombreuses, c'était pas très facile. Trouver le travail et le logement. Ouais. Et au début, c'était vraiment un deuxième déchirement quand on a voulu disperser les familles. Parce que les familles se trouvaient dans les camps Piriac, je me rappelle, au moment où on voulait les envoyer. C'était très dur. Mais petit à petit, quand ils se sont trouvés dans des villes, et ils se sont entraidés. Et puis, c'est les associations de ces villes-là qui les ont accueillis, les ont aidés, et puis ils ont pu intégrer. Là, c'était les villes qu'ils étaient envoyées de Piriac. De Piriac, hein. De Piriac. C'était envoyé à Nantes, Niort, Angoulême. Vous voyez, c'est le nombre de familles. À moins que, bon, au début, c'était 2 familles. Maintenant, c'était plus de 20 familles qui sont là. Qui se sont il y en a des familles qui sont parties des autres villes pour se retrouver en France. Sinon, après, il y a quelques photos des familles à Centre Piriac. Parce qu'on a beaucoup parlé de Bourg-Lastic, comme c'était très médiatisé, mais on a très peu parlé des Piriac, comment c'est passé. C'était contrairement à Bourg-Lastic, qui était un centre militaire, c'était un centre village de vacances. Et la ville, c'était des gîtes, c'était des petites gîtes. On a installé les familles, 1 ou 2 gîtes, suivant leur nombre de familles. C'était un endroit assez agréable. Mais ils s'étaient un peu isolés aussi de ville, c'est-à-dire c'était un peu l'inconvénient. C'est-à-dire qu'ils étaient restés trop longtemps, là on se rentré dans le côté négatif. Oui, négatif. Et puis là, ils voyaient très peu de Français, c'était les gens qui travaillaient dans le centre. Ou parfois il y avait des familles âgées, des personnes âgées qui venaient, qui se sont rappelées d'eux-mêmes, de la guerre qu'ils faisaient quand ils ont vu les familles qui sont arrivées, quand ils ont entendu ce qui passait sur les familles. Ils sont venus pour rendre les visites. Ça, c'était à Piriac, on organisait parfois on les amenait aussi en ville, même dans d'autres classes pour voir un peu les familles. Ça, il y avait une manifestation au moment qu'ils étaient dans le centre. Il y a eu à nouveau des bombardements
au Kurdistan. Il y avait des familles kurdes qui fuyaient, qui faisaient partie de leur famille. Donc les familles, à leur initiative, ils ont manifesté à Nantes pour informer les gens pour que cessent les massacres. Je crois que vous avez fait après une étude sur la deuxième génération. Et qu'est-ce que vous a révélé cette étude sur cette deuxième génération? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que les enfants de ces familles qui sont arrivés ici donc en 89, 10, 11 pour certains, ont tous trouvé une voie d'intégration? Quel est leur niveau d'études? Quel est leur niveau de réussite derrière? Est-ce que vous avez pu compiler toutes ces informations? C'est assez difficile comme sont assez nombreuses et chaque cas c'est assez particulier pour chaque ville. Il y a des cas très personnels aussi. Ouais. Mais moi, sur les 17 familles que j'ai étudiées, la deuxième génération, c'est-à-dire les enfants qui sont arrivés avant 7 ans, à l'âge de 7 ans, qui étaient plus jeunes, ils ont beaucoup plus adapté, intégré. Les autres, c'est à cause du système un peu difficile de rentrer dans le système scolaire français quand on arrive à 12 ans, 13 ans. C'est beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de mal à s'intégrer. Mais dans l'ensemble, ils sont beaucoup mieux. Si on voit le niveau de les parents, en comparant le niveau de... Il faut dire que les familles, la majorité étaient des familles rurales, qui n'avaient pas beaucoup d'études. Donc les enfants, par rapport à leurs parents, ils ont beaucoup progressé et ont pu s'adapter à la vie française. Et donc on peut atteindre un niveau d'études beaucoup plus important que celui de leurs parents. Il faut attendre peut-être troisième génération pour voir. Qui doit commencer à arriver d'ailleurs, la troisième génération. Et vous avez prévu de faire une étude aussi sur cette troisième génération? Non, on verra. Non, on s'arrête à la deuxième. On verra. D'accord. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de la rencontre avec ces 17 familles que vous avez suivies? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en les rencontrant tous? Moi, ce qui m'a plus marqué, c'est un peu la volonté de survie et leur volonté de passer les difficultés. Parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, de malheurs chez eux, mais malgré cela, ils aimaient la vie, ils étaient toujours très gais. Et ils combattaient pour vivre mieux. Ouais. Et ça, c'est que les 17 familles ont ce trait en commun de volonté de survie. Oui, ça c'est... D'accord. Mais ça vient aussi peut-être de l'origine rurale où effectivement on est plus c'est peut-être parce qu'ils ont vécu la guerre. Ouais. Et la guerre, ça endurcit les gens et ça donne envie de vivre mieux. Ouais, évidemment. Et puis pour les jeunes, moi, les jeunes Kurdes que j'ai interviewés, ils disaient nous sommes des Kurdes de France. C'est-à-dire comme ça, il a assimilé un peu la France et le Kurdistan. Pour eux, le pays, c'est-à-dire quand on disait quel est votre pays, c'était une question très difficile pour eux parce que la France c'est leur pays, le Kurdistan c'est leur pays aussi. Ouais. Alors, c'est une ambivalence qui est commune à tous les peuples qui se sont implantés ailleurs. Question européenne, il y a beaucoup de jeunes européens qui ont qui vivent dans plusieurs pays et ils ont cette binationalité ou trinationalité. Pour vous, c'est une intégration réussie, ces Kurdes, globalement, dans la majorité? Plus ou moins réussie. Je ne peux pas dire que tout le monde a réussi. Il y a des cas, des personnes qui n'ont pas réussi aussi, comme tous les autres immigrations qui sont venues en France. Mais en général, oui, moi je trouve qu'ils ont bien réussi parce qu'ils ont eu un accueil. Dès le départ, il y a eu un accueil. Parce que les autres, je vous ai parlé des Kurdes de Turquie. N'ont pas été accueillis du tout. Ils ne sont pas du tout accueillis. Il n'y a pas de cours de langue qu'on a donné à ces familles. Il n'y a pas connaissance de la société française qu'on a fait. Ils n'ont pas eu la même chose. Donc ça joue beaucoup. Il faut peut-être comparer avec les populations asiatiques des années 70, qui sont venues aussi dans un cadre organisé. Et il faut comparer leur réussite pour voir. D'accord. Merci bien. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Il ne faut surtout pas hésiter à en poser. Je représente ici la Maison des Peuples et de la Paix qui avait passé donc convention avec la Fondation de France Liberté. Et ça a été le premier accueil à Angoulême de réfugiés. Et la force du dispositif, c'est que c'était à la fois, nous des associations qui avaient vocation vraiment à accueillir, c'était vraiment une solidarité affichée, et en même temps on avait des financements de l'État qui permettaient d'accueillir
vous l'avez dit, d'organiser l'accueil. Nous, on se souvient du travail, on allait acheter des matelas, etc. Bon, voilà, on se souvient de ça. Et ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est à partir de là qu'est née l'idée à Angoulême de faire un centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui... donc on les a accueillis en 92 et en 96 on ouvrait le premier centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour une cinquantaine de personnes. Et aujourd'hui, même le droit d'asile est quelque chose qui est loin d'être acquis. Je pense qu'à l'époque, on le faisait dans des conditions bien meilleures qu'on le fait aujourd'hui, quand on voit que pour accueillir 200 Syriens, c'est le croix et la bannière. Si nous n'avons pas d'autres questions, si. Je vous en prie. Je voudrais savoir quel est le poids de l'école, l'influence de l'école dans l'intégration. Oui, bien sûr, l'école c'est très important. Quand j'ai parlé des jeunes qui amènent des changements dans les familles pour l'intégration, c'est à travers l'école qui apprend la langue, qui veulent réussir dans la société. L'école, c'est très important, bien sûr, la réussite à l'école. Mais il faut aussi un soutien au départ pour les enfants, justement, étrangers qui arrivent en France, qui ne parlent pas la langue. Ça, il y a très peu d'institutions qui travaillent justement pour les enfants qui ne parlent pas la langue, pour qu'ils puissent réussir, qu'ils ne doivent pas être exclus et mettre dans un voie qui est ailleurs. Et je me rappelle d'un cas d'un Kurde, justement, qu'au début, à l'école, on ne voulait pas qu'il fasse école, on voulait mettre école professionnelle, enfin, le système professionnel, et lui, il voulait être médecin. Et donc, on n'acceptait pas, et là, il fallait une association qui intervient pour qu'il puisse le faire, et il a réussi. Donc, c'est tout simplement pour apporter un témoignage. Je crois que vous avez dit d'énormes choses importantes pour cette communauté importante, une communauté qui s'est parfaitement intégrée dans le tissu angoumoisin, puisque nous étions là quand ils sont arrivés. On a fait connaissance avec des gens merveilleux, des gens qui avaient envie de travailler, envie de s'intégrer, ils avaient soif d'apprendre, etc. Notamment, par exemple, les jeunes qui se sont toujours bien comportés, un comportement exemplaire dans cette communauté, c'est des témoignages qu'on peut apporter, mais aussi le tissu associatif donc, des années 80, partout, depuis M. Daniel Mitterrand jusqu'à le tissu local, qui a joué un grand rôle justement pour justement donner un coup de main à ces personnes qui n'en demandaient pas tant, qui avaient grandement besoin. C'est pour cette raison-là que leur insertion, leur intégration s'est faite tout à fait normalement dans le paysage charentais. Ce que je peux dire, il y a vraiment deux choses. La première, comme on a vu, il y a des peuples kurdes et qui étaient dans une situation très difficile, des peuples survivants, et qu'on a vu les gens engagés, qui croyaient et qui sont su d'aller jusqu'à là-bas pour l'aider et de leur donner une possibilité de vivre et de leur donner un exemple qu'on peut donner sans obtenir quelque chose. Et le résultat, on voit des autres gens, des enfants qui apprennent ça comme exemple et qui veulent devenir assistants sociaux pour que, à leur place, de donner autre chose aux gens qu'ils ont dans le besoin. Donc ça, c'est des exemples à donner, à en parler pour les gens. On peut toujours donner des bons exemples et aller aider les gens quand ils sont dans leur situation difficile. Et la deuxième chose que je voulais dire, la deuxième génération, ils sont là, ils sont réussis, ils se sentent français, ils participent à la construction de leur société d'accueil qui est la France et qu'ils sont très contents. Et évidemment, leurs parents, ils sont à leur côté. La question était, est-ce qu'ils veulent revenir ou retourner de leur pays ou pas? Donc, les parents, ils sont là, ils sont avec leurs enfants, ils ne peuvent pas leur laisser comme ça. Et la nouvelle génération maintenant, ils cherchent un moyen pour retourner quelquefois. C'est pourquoi ils font des voyages, accompagnés à leurs parents. Si la première fois c'était pour retourner là-bas et de revoir le pays d'origine, maintenant ils cherchent des ponts
entre le pays, la France, la société d'accueil, et leur pays d'origine, qui est le Kurdistan. Et qui sont déjà, il y en a qui ont trouvé cette possibilité de retourner. Et il suffit de partir et de voir les écoles françaises à Arbil et Suleymanie, la majorité ils sont là, c'est des gens kurdes. Dans les compagnies françaises qui sont installées au Kurdistan, Total, Lafarge et les autres, le Carrefour, il y a pas mal des gens, génération biculturelle français et kurde qui sont retournés là-bas. Et évidemment, dans les autres secteurs, dans la vie politique et publique et privée en Kurdistan, il y a des gens de génération qui sont là. Et nous, la représentation du Kurdistan, justement, avec l'aide encore des gens engagés, des gens, des associations et même du gouvernement français, on charge de trouver les possibilités, comment de créer des ponts entre, d'utiliser des doubles cultures pour les gens de deuxième génération et comment leur donner cette possibilité de retourner avec leur richesse, de retourner au Kurdistan, d'autant plus des gens des générations des familles victimes des génocides et de bombes chimiques, de trouver un moyen de repartir, de voir les autres familles des victimes d'Anfal et des génocides qui sont restés sur place. Et en tant que Françaises, avec leur savoir-faire, avec leur expérience, de retourner et de donner cette richesse dans la région du Kurdistan, qui est une région très dynamique, une région qui est le début de construire un pays comme les autres. Merci beaucoup. Merci. Et inviter tout le monde à aller jusqu'à l'hôtel Saint-Simon où se déroule la suite.